Chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous de la santé sur Radio Gina. Santé Assure aujourd'hui s'intéresse à la fistule obstétricale. Pour en parler, nous sommes en studio avec Dr Mborche Bingo. Il est gynécologue obstétricien à l'ATBEF. Il est également le président de la Société des gynécologues du Togo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. D'accord. Et avant d'en venir au vif du sujet, chers auditeurs, installez-vous confortablement et puis posez des questions au besoin sur le 90 13 89 94, précédé du plus 228 pour ceux-là qui ne sont pas au Togo. Et vous nous envoyez vos messages par WhatsApp. Et si vous souhaitez également que d'autres thèmes soient développés dans cette émission, c'est l'occasion de nous envoyer vos avis. Nous ferons un plaisir de les développer dans cette émission. Bienvenue dans Santé Assure. Je suis Joanita Blavotry. De retour en studio pour parler de la fistule obstétricale et comme je le disais tantôt, nous sommes avec Dr Mborche Bingo qui est gynécologue. Docteur, c'est quoi exactement la fistule obstétricale? Merci. Je tiens d'abord à vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez pour parler donc d'un sujet chez les femmes, un sujet un peu délicat. Qui est peut-être un sujet caché, si je peux le dire ainsi. Et nous tenons également à vous remercier pour tout ce que vous faites en ce qui concerne donc l'information que vous donnez à la population. C'est quoi la fistule obstétricale? Il faut dire simplement que la fistule obstétricale, c'est une communication qui se crée entre la vessie et le vagin, ou le rectum et le vagin, et parfois la communication entre la vessie, le vagin et le rectum. Cette communication, quand nous parlons de communication, c'est un trou qui se crée entre ces différents organes. Il faut noter que ces organes sont ensemble, sont en rapport en bas et là-bas. Donc lorsqu'il y a cette communication, on peut constater la perte des urines ou des selles à travers le vagin. Alors que urine normalement, ou selle, ce n'est pas qu'urine ou selle, ça peut être les deux à la fois. Voilà, urine ou selle ou les deux. D'accord. Voilà, donc quand la communication est entre la vessie et le vagin, c'est les urines qu'on va retrouver au niveau donc, du vagin. Et donc du coup, la femme ne pourra plus contrôler sa miction. Donc les urines vont sortir seulement. Alors, si c'est entre le rectum et le vagin, c'est les selles qu'on va retrouver. Parfois, ça peut être les deux communications. Maintenant, pourquoi c'est obstétrical? C'est que c'est une complication de l'accouchement. Puisqu'il peut arriver pour diverses raisons qu'il y ait ces communications, ces fistules, bien ces trous-là. Mais comme c'est l'accouchement qui est responsable de la création de ces trous, on parle donc de fistule obstétricale. Et pourquoi l'accouchement peut être à la base? Sinon, toutes les femmes devaient présenter la fistule. Bien sûr. Non, donc c'est certaines femmes qui sont prédisposées à avoir ces fistules, surtout quand l'accouchement est difficile. L'accouchement est difficile, donc la tête de l'enfant qui est coincée dans le vagin pendant longtemps va faire ça peut créer des dégâts. Ça crée des dégâts. Ça fait que les structures environnantes n'arrivent plus à être vascularisées et ça fait qu'à la fin, après l'accouchement, il va se créer un trou entre les organes environnants. Et c'est ça qui explique, n'est-ce pas, ces fistules obstétricales qui malheureusement mettent très mal à l'aise les femmes dans la société. Si je peux m'exprimer en français facile, alors ça veut dire que nous avons peut-être deux tuyaux dans la paroi de la femme, et il y a un tuyau qui se casse et rentre dans l'autre, c'est ça? Je veux en fait comprendre ce qui se passe là-bas. Lorsqu'on regarde un peu la partie en bas de la femme, nous avons le vagin. Oui. Le vagin qui est en rapport avec la vessie et le rectum. Exactement. Donc, entre le vagin et la vessie, il y a une membrane ou bien une structure qui les sépare. D'accord. Même chose également, entre le vagin et le rectum, il y a une membrane, une structure qui les sépare. Exactement. Maintenant, lorsque la tête du fœtus, la tête de l'enfant à naître, vient rester dans le vagin, parce que ce n'est pas le vagin que l'enfant va sortir, ça reste là-bas coincé. Quand ça coince, la structure qui sépare la vessie et le vagin et le rectum, la structure là n'est plus vascularisée. Donc, quand le sang ne passe plus, il y a ce qu'on appelle une ischémie, une nécrose. Donc, les structures environnantes vont se détruire. Exactement. Donc, quand ça se détruit, après l'accouchement, c'est détruit. Donc, ça va se libérer et ce qui va faire que la communication va se créer. Le trou va se créer. Et quand le trou se crée,
les urines vont commencer par passer par le vagin. Donc, Je c'est un peu comprends ce qui se passe en cas donc, des accouchements Voilà donc difficiles. ce qui cause la fistule. Et c'est-à-dire que la fistule n'est causée que par la maternité ou il y a d'autres causes également de Il y a cette d'autres causes de fistule? fistule. C'est pourquoi ici on l'a vraiment dit fistule obstétricale. Obstétricale. Donc, fistule obstétricale, c'est que c'est lié à la maternité. D'accord. Les autres fistules, c'est peut-être des fistules dans le cas donc, d'un traitement. Quand on fait un traitement, radiothérapie ou bien une chirurgie pour un autre problème, ça peut créer cette fistule-là. D'accord. Donc, cette fistule est différente donc, de la fistule obstétricale. Et le plus souvent, quand c'est la fistule obstétricale, c'est là où les femmes se cachent, où du coup, elles ne savent même pas que c'est un problème qu'il fallait peut-être aller consulter à l'hôpital. Il y en a qui naissent aussi avec. Hein. Fistule obstétricale, non. On ne peut pas Avec, naître non. avec. Non, c'est une complication de l'accouchement. C'est quand la femme accouche qu'elle peut avoir cette complication. Et celles qui perdent des urines comme ça sans le savoir, c'est quoi exactement? Là, c'est une autre pathologie. Ça, c'est D'accord. l'incontinence urinaire. Voilà, donc c'est que, vous savez, la vessie, au niveau donc, de la structure de la vessie, quand nous prenons l'appareil urinaire, nous avons les reins, nous avons les urétères, nous avons la vessie, nous avons l'urètre. Donc, la vessie, c'est le lieu où les urines sont stockées. Et pour que ça soit vidé, il y a les sphincters. C'est un système qui est mis en place pour bloquer la sortie des urines de façon permanente. Donc, lorsque la vessie est pleine, ce sphincter s'ouvre pour faire passer les urines. En cas d'incontinence urinaire, ce sphincter ne travaille pas bien. Donc, il peut arriver pour diverses raisons que ce sphincter ne fonctionne plus correctement. Donc, du coup, la femme ne pourra plus retenir ses urines. Et pour certaines femmes, ça varie. Certaines, c'est peut-être à l'effort. Lorsqu'elle fait un effort, elle n'arrive pas à retenir. Pour d'autres, même au repos, les urines n'arrivent pas à retenir. Donc, c'est une autre pathologie qui est différente donc, de la fistule obstétricale. Puisque la fistule obstétricale, le sphincter, lui, est là. Mais c'est que la communication fait que la vessie n'arrive plus à être pleine pour que le sphincter puisse jouer son rôle. Elle se déverse, donc, elle se déverse directement par le trou. Et donc, c'est ce qui fait que cette femme va avoir les urines par le vagin. Alors que quand c'est une incontinence urinaire, c'est que ce n'est pas le meilleur. L'endroit où les urines doivent sortir, c'est par là que les urines sortent. Ça sort. Est-ce que on peut le diagnostiquer à la maternité, comme vous l'avez dit, ou c'est par après que la femme se rend compte qu'elle souffre de fistule obstétricale? Oui, on peut faire le diagnostic à la maternité et ça rentre également donc dans le suivi après l'accouchement. C'est pourquoi après l'accouchement, il est quand même important d'examiner la femme pour voir s'il n'y a pas donc de ces complications, parce que c'est une complication qui est là. Plus le diagnostic est fait tôt, plus la prise en charge est meilleure. Donc, on peut faire le diagnostic avant que la femme ne parte. Ça, c'est une possibilité. Parfois, le diagnostic peut passer inaperçu et la femme va rentrer et c'est à la maison qu'elle va constater qu'elle perd de façon contrôlée les urines. Et elle va peut-être revenir en consultation pour peut-être demander des services par rapport à ça. D'accord. Nous parlons de fistule obstétricale ce matin dans votre émission Santé Assure et nous sommes avec un spécialiste qui va creuser donc la question de la fistule obstétricale avec nous. Nous allons parler des causes et du diagnostic. Est-ce qu'on peut prévenir la fistule obstétricale, docteur? Oui, on peut prévenir la fistule obstétricale et c'est la raison même pour laquelle vraiment je salue votre émission, parce que il ne faut pas attendre à avoir la fistule. Parce que c'est une pathologie qu'on peut éviter. Et dans un système de santé, la diminution donc, du nombre de fistules obstétricales permet donc d'apprécier ou bien de dire qu'il y a l'offre de services de qualité en maternité. Donc si dans un système de santé, on constate que le nombre de fistules augmente, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Donc on peut prévenir cette fistule par divers moyens. C'est que il faut d'abord limiter le nombre d'accouchements. Bon, quand je dis limiter, il faut réduire le nombre d'accouchements que les femmes font. Ça, c'est en utilisant donc. C'est-à-dire quand on a trop de maternité, on peut à partir de quel nombre, par exemple? Et on ne peut pas donner un nombre. On ne peut pas donner un nombre, mais c'est que plus on en fait, plus on est exposé à avoir cette fistule. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter les grossesses précoces. Bon, quand je dis grossesse précoce, c'est les grossesses qui surviennent chez les filles moins de 18 ans. Puisque le bassin n'est pas encore mature, cette fille-là, cette adolescente qui tombe enceinte et qui veut forcément accoucher, elle peut être sujette, n'est-ce pas, à cette complication, la fistule obstétricale. Donc, il faut retarder l'accouchement
il faut peut-être commencer par faire des accouchements après 18 ans. D'autres facteurs de risque, d'autres moyens donc, de prévention, c'est qu'il faut que la consultation prénatale soit effectuée par un personnel qualifié. Parce qu'au cours du suivi prénatal, il y a des objectifs, donc des différentes consultations prénatales. Donc, un des objectifs, c'est à la dernière consultation où on fait ce qu'on appelle le pronostic de l'accouchement. On pourra vraiment voir si cette femme, avec le bébé, le poids du bébé, son bassin, est-ce qu'elle peut même accoucher par voie basse. Donc, si elle n'arrive pas à accoucher par voie basse, on ne peut pas la laisser rentrer en travail et accoucher par voie basse, parce que ça peut créer cette fissure obstétricale. L'autre chose, c'est ça même qu'il faut respecter toutes les consultations prénatales. Parce que c'est très important. L'autre chose, c'est au cours du travail d'accouchement. C'est possible qu'au cours de la consultation prénatale, ça puisse échapper au prestataire. Mais au cours du travail d'accouchement, il faut que le travail soit bien surveillé. Et lorsqu'on constate que ça n'avance pas comme il faut agir. Donc c'est quand on mettra tout ça là en place que cela permettra de réduire considérablement donc, le nombre de fistules obstétricales. Alors, la prise en charge de la fistule obstétricale, comment ça se fait chez nous, ici au Togo? Oui, la prise en charge, comme je l'ai dit, quand le diagnostic est fait tôt, la prise en charge est chirurgicale. Il faut opérer, aller fermer le trou qui est là. Bon, la communication qui est créée entre la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin. Donc, c'est par ce biais qu'on arrive à traiter cette fissure. Mais lorsque le diagnostic n'est pas fait tôt, c'est-à-dire qu'il y a eu des fistules anciennes pendant plus de 5-10 ans, avant que la personne ne se prononce. Donc, du coup, c'est difficile que la chirurgie puisse réparer, ou bien puisse être le moyen thérapeutique efficace. Et le plus souvent, quand on fait ces traitements chez ces femmes-là, ça récidive. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, devant toute fissure-là, il ne faut pas se cacher. Il faut que la femme se rende dans une formation sanitaire pour qu'on puisse organiser sa prise en charge. Quelles sont les conséquences de la fistule obstétricale? Les conséquences sont de deux ordres, sur le plan sociétal. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que la femme qui présente cette fistule, qui est obligée de porter les couches tout le temps, est rejetée par la société. Rejetée par la société d'une part, et elle s'auto-incrimine, comme si elle était responsable responsable de sa situation, et elle reste dans son coin, elle ne veut pas être associée aux autres. Ça, c'est un aspect. Et également sur le plan social, cette femme-là qui présente cette fissure, sur le plan sexuel, n'est plus peut-être disponible. Et ça fait que le mari peut l'abandonner pour prendre une autre femme, par exemple. Donc, du coup, cette femme, à cause de la fissure, peut ne plus être mariée, peut ne plus avoir donc, de partenaire. L'autre chose sur le plan sanitaire, c'est cette miction-là fréquente. Et du coup, il y a le risque infectieux. Le risque infectieux qui est là. Et c'est pourquoi d'ailleurs les couches ou les sous-vêtements que la femme doit utiliser pour recueillir les urines, il faut que ça soit propre et stérile. Puisque directement, à travers le vagin, le microbe peut atteindre la vessie et puis peut-être atteindre l'utérus un peu partout. Donc du coup, le risque infectieux est très élevé et ces femmes sont peut-être sujettes à des infections à répétition et elles peuvent toutefois prendre des médicaments pour pouvoir prévenir ces infections. Mais ce qui est important, il faut faire un traitement chirurgical pour éviter ces genres de complications. Je tiens à préciser qu'on ne peut soigner la fistule que par une opération. Il n'y a pas de traitement médicamenteux? Les traitements médicamenteux, ce n'est pas vraiment efficace. Les traitements médicamenteux ne permettent pas de traiter. C'est peut-être de prévenir peut-être des complications. On peut le prévenir? Prévenir les complications comme les infections, par exemple. D'accord. Donc, c'est de prendre des antibiotiques, mais pendant combien de temps? Donc, c'est pourquoi, pour éviter ces complications à long terme, il faut faire la chirurgie pour réparer. Puisque c'est un trou qui est là. Avec les médicaments, ce trou ne peut pas se fermer. Donc, il faut opérer, fermer le trou. La fistule obstétricale est très handicapante, comme vous l'avez dit tantôt. Alors, vous, en tant que médecin, est-ce que par moment, vous initiez des campagnes pour partager la nouvelle sur la fistule pour pouvoir lutter efficacement contre la fistule obstétricale? Ça se fait? Oui, ça se fait. Nous avons un programme qui est à Sokodé, qui est chargé donc de la prise en charge des fistules, de la prise en charge holistique. Donc cette prise en charge inclut la sensibilisation, la recherche donc de ces fistuleuses dans la communauté et la prise en charge chirurgicale
elle est presque gratuite, hein, et c'est lors des campagnes. Donc chaque année, il y a des campagnes de prise en charge des fistules obstétricales. Donc des actions sont faites dans ce sens. Il y a certaines ONG également qui appuient les actions du gouvernement pour la prise en charge donc, de ces fistules dans les différents milieux au niveau donc, du pays. Mais ça reste toujours insuffisant parce que ce n'est pas toutes les régions qui sont touchées, qui sont couvertes par ces programmes, d'où la nécessité donc, de continuer par mobiliser d'autres partenaires pour cette prise en charge efficace. Mais au-delà de ça, il est important de mettre plus le focus sur la prévention donc de la fistule. On peut rappeler la prévention? La prévention donc de la fistule, c'est les consultations prénatales de qualité que les femmes enceintes doivent suivre. C'est l'accouchement assisté par un personnel qualifié. Oui. Et quand le personnel qualifié est en train de suivre une femme en travail, et quand elle constate que ça ne va pas, il faut qu'elle change donc d'attitude pour que cette femme qu'elle pensait pouvoir accoucher par voie basse, qu'elle termine son accouchement par césarienne. Ceci afin d'éviter, n'est-ce pas, la fistule obstétricale. Il faut également repousser l'âge de la première grossesse. La première grossesse, voilà, ça c'est ça. Après, les filles qui tombent enceintes, c'est vrai, dans notre pratique, nous avons rencontré des enfants, des adolescentes, 12-13 ans enceintes. 12-13 ans enceintes, ces filles-là, normalement, devraient accoucher par césarienne. Mais elles tentent à faire l'accouchement par voie basse. Donc, le bassin n'est pas encore mature. Donc, le bassin n'était pas mature. Ça va créer cette fistule obstétricale. Et vous voyez, à 15 ans, vous avez votre fistule. Et si vous allez vivre 70 ans, vous voyez le temps que vous aurez à avoir à se cacher. Parce que du coup, ces fistuleuses sont un peu cachées dans leur coin, isolées donc du reste donc, de la communauté. Et ce n'est pas vraiment agréable. Ça ne donne pas la qualité à la vie de cette dernière. Également, il faut faire allusion aux pratiques traditionnelles dans certaines communautés qui peut également amener à cette fistule obstétricale, n'est-ce pas, docteur? Oui, certaines pratiques, je pense que beaucoup d'actions sont en train d'être menées pour éviter les mutilations génitales. Les mutilations génitales féminines qui consistent à enlever une partie ou la totalité donc, de la vulve chez la femme. Donc cette partie également peut être cause ou bien facteur de risque de la fistule obstétricale. Et je me dis que dans les années à venir, avec les actions de lutte contre ces mutilations, il y aura plus donc de fistules en rapport avec ces mutilations génitales. L'OMS estime à plus de 2 millions le nombre de jeunes femmes vivant avec une fistule obstétricale non traitée. Quels sont les chiffres au niveau du Togo? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Au niveau du Togo, est-ce qu'on a des chiffres comme ça? C'est vrai que la dernière campagne, c'est ce que je peux dire, la dernière campagne qui s'est déroulée au nord avait permis donc de prendre en charge 87 fistuleuses. 87 fistuleuses. Donc c'est un peu difficile d'avoir le chiffre global puisqu'on n'a pas pu recenser tous les cas donc, de fistules qui sont là. Il y a certains fistules qui viennent à l'hôpital, d'autres qui ne viennent pas. Donc c'est un peu difficile d'avoir un chiffre sur le plan national. Et c'est seulement lors des campagnes qu'on peut avoir un nombre. Vous arrivez à recenser au moins ceux-là qui se sont prononcés. Parce qu'il y en a qui restent toujours à la maison, qui ne viennent pas vers les soins. Alors, quels sont les cas que vous rencontrez fréquemment dans l'exercice de votre métier, docteur? Les cas de fistule, puisque nous avons 3 types de fistules, la fistule vésico-vaginale entre le vagin et la vessie, la fistule recto-vaginale entre le rectum et le vagin, et la fistule vésico-recto-vaginale, les 3. Donc, la fistule la plus fréquente dans notre pratique, c'est la fistule vésico-vaginale entre la vessie et le vagin. Voilà, donc c'est la fistule qui est plus fréquente. D'accord, nous sommes dans Santé Assure, nous parlons de fistule ce matin, la fistule obstétricale qui est une lésion grave et dangereuse susceptible de survenir lors d'un accouchement. Pour prévenir cela, le médecin nous a donné les conseils avisés qu'il faut pour ne pas tomber dans ce genre de cas. Allez, quand on se sent dans ce genre de cas également, aller rapidement se faire soigner pour ne pas que cela devienne une complication à vie. Alors, docteur, est-ce qu'il y a de ces gens qui se manifestent la fistule obstétricale et qui n'arrivent plus à enfanter par après? Ça peut arriver? Bon, ils n'arrivent pas à enfanter. Peut-être en rapport avec les séquelles des infections qui peuvent suivre la fistule. Sinon, la fistule en elle-même ne peut pas causer de stérilité. La fistule en elle-même, puisque j'ai eu des cas de figure où les fistuleuses sont tombées enceintes. D'accord. Oui, donc ça veut dire que ça n'empêche pas la conception. Mais c'est que cette fistuleuse, le plus souvent, n'arrive plus à avoir d'intimité avec son partenaire. Donc c'est ça qui va
d'une part, expliquer l'absence donc de grossesse. D'autre part, c'est peut-être des séquelles d'infection, puisque ces fistuleuses sont sujettes à des infections. Et si l'infection n'est pas traitée, ça peut peut-être abîmer les trompes et être à la base donc, de l'infertilité chez cette femme-là. Mais nous avons eu des cas de fistuleuses qui ont conçu avec leurs fistules, mais elles sont tombées enceintes et on les a opérées. Voilà. Puisque dans ce genre de situation, on ne va plus laisser cette femme accoucher elle-même par voie basse. Donc on a fait une intervention. Combien peut coûter un cas d'intervention chirurgicale pour soigner la fistule? Bon, il faut noter que depuis la prise en charge, depuis lors, les prises en charge que nous organisons au Togo sont les campagnes et les prises en charge sont prises en charge. Bon, ces prises en charge sont subventionnées. Par l'État? Sont subventionnées par l'État et les partenaires. Donc, dire le coût global, ça serait un peu difficile puisque quelqu'un paie ça quelque part. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme l'accouchement par césarienne? L'accouchement par césarienne, la subvention, c'est 10 000. Mais pour la fistuleuse, c'est pratiquement gratuit. Lorsqu'on fait des campagnes, c'est pratiquement gratuit. Donc, on demande seulement à la femme de venir dans le milieu où la campagne se déroule et voilà, s'occuper de sa prise en charge, de son hébergement, de son alimentation et bénéficier donc de la prise en charge. Donc, il y a un Quand est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est lors de la journée internationale de cette maladie que ça se fait ou on choisit des dates externes à cette journée-là pour faire la campagne? L'idéal, c'était lors donc, de cette journée, mais parfois, en fonction donc, des demandeuses donc, de la prise en charge, on peut organiser de façon express la prise en charge. Parce qu'il y a un numéro, sur lequel on s'adresse pour se renseigner. Est-ce que vous pouvez nous communiquer ce numéro? Non, vous ne l'avez pas. Donc, il n'y a pas le numéro. Donc, on se renseigne, ou bien on donne l'information par ce canal et on enregistre. Donc, lorsqu'on constate qu'il y a quand même un nombre conséquent, on peut décider. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui souffre de fistule obstétricale peut se rendre dans un centre de santé et demander à être renseigné sur quand est-ce que cette campagne peut se faire. Voilà, effectivement, peut se faire. Puisque il y a des kits. J'avais travaillé également à Nehom, mais quand j'étais à Nehom, c'était entre 2010 et 2012. Le gouvernement, le ministère nous avait donné donc des kits. D'accord. Des kits de prise en charge. Donc, je ne sais pas si jusqu'à présent, ça existe encore ou pas. Donc, en ce moment-là, c'est que quand nous avons un cas de fistule, on programme. Parce que nous avons les kits. Donc, on n'attend pas une campagne. Ça veut dire que vous avez encore des kits là? C'est ça, je ne sais plus. Comme je ne suis plus là-bas, je ne sais plus si vraiment ça continue. Mais au niveau de la TDF, nous n'avons pas de kit. Mais ce qui se fait souvent de campagne, c'est à Sokodé. Et là-bas, c'est chaque année, il y a des campagnes. Et ça peut être 1, 2 ou 3 campagnes en fonction du nombre de cas qui se présentent. Parce que la prise en charge est multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement un seul, ce n'est pas un gynécologue qui va faire cette chirurgie. Donc, il y a les urologues, les chirurgiens, les gynécos. Donc, il faut réunir toute une équipe pour faire cette prise en charge. Donc, c'est pourquoi le faire comme ça, chaque fois, ça c'est un peu difficile. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on a un nombre conséquent, on programme et puis on mobilise donc les prestataires pour cette prise en charge. D'accord. D'ici la fin de l'émission, on va prendre votre numéro. Pourquoi pas, on pourra vous joindre pour savoir s'il y a des campagnes en vue et puis l'annoncer à la population. Docteur, est-il possible de mettre fin à la fistule obstétricale? Oui, c'est possible de mettre fin. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette émission elle est la bienvenue. Parce que pour mettre fin à la fistule, c'est d'agir sur les moyens de prévention. Les moyens de prévention dont nous avons fait cas, c'est d'éviter les grossesses avant 18 ans. C'est très important. Et pour éviter les grossesses, on doit aller déjà faire des méthodes. Pour éviter les grossesses, la première chose qui soit vraiment capitale, c'est de s'abstenir avant 18 ans. Ça, c'est une option. Maintenant, si ce n'est pas possible, si l'option n'est pas possible, c'est d'utiliser des méthodes contraceptives. Les préservatifs. Contraceptives, les préservatifs, c'est l'idéal pour les adolescentes. C'est l'idéal. Maintenant, si on pense qu'on ne peut pas utiliser donc ces méthodes, ces préservatifs, il y a des méthodes de longue durée d'action. Les implants Jadel, les dispositifs intra-utérins qu'on peut utiliser pour éviter la grossesse, atteindre au moins 18 ans avant donc de concevoir. L'autre chose, c'est d'éviter les mariages précoces, parce que c'est un autre aspect qui prend donc de l'ampleur dans certains milieux. Si vous mariez une jeune fille de 15 ans, vous attendez à quoi? C'est une grossesse qu'elle va avoir. Donc, c'est d'éviter ces mariages précoces. Ça, c'est la première action qu'on puisse faire. La deuxième chose, c'est que le suivi de la grossesse doit être au rendez-vous. Quand la femme constate qu'elle est enceinte, il faut qu'elle aille à l'hôpital.
et se fait suivre par un personnel qualifié. Ça aussi, c'est un autre aspect. Un personnel qualifié, c'est le personnel-là qui a bénéficié donc d'une formation dans une école de formation reconnue par l'État. Donc, ce personnel qualifié, c'est ce qu'il va faire à la femme enceinte à chaque visite. Et à la dernière constatation prénatale, ce prestataire qualifié, c'est qu'on a ce qu'on appelle le pronostic de l'accouchement. Cette femme, en fonction de un certain nombre de choses, ne peut pas accoucher elle-même par voie basse. Donc, on ne peut pas l'autoriser, l'accouchement par voie basse. Donc, c'est important que les suivis soient vraiment au rendez-vous et que les examens paracliniques, les analyses qu'on va demander à la femme, qu'elle puisse le faire. La troisième chose, il faut que la femme accouche dans un milieu où il y a un personnel qualifié. Oui, puisque nous avons beaucoup de maisons d'accouchement. Ce n'est pas parce qu'on a une maison d'accouchement que forcément il y a un personnel qualifié. Donc, il faut que le personnel qualifié soit disponible pour faire cet accouchement assisté et que ce personnel qualifié surveille le travail d'accouchement. Lorsque le personnel qualifié constate qu'il y a un problème, il faut qu'il informe la hiérarchie, il demande de l'aide peut-être à celui qui est plus expérimenté et peut-être qu'il réfère la personne. Il faut aussi que le système de référence soit fonctionnel. Oui, le système de référence, parce que la césarienne ne peut pas s'effectuer partout. Mais lorsque vous êtes en périphérie et que vous constatez que cette femme ne peut pas accoucher, a besoin donc d'une césarienne, il faut référer. Il faut référer. Parce que des fois, les trois retards font que cette femme-là peut peut-être rester et accoucher peut-être à domicile. Parce que ça continue, les femmes ne continuent pas à accoucher à domicile. Donc, il faut que le système, il faut que le système de référence et de contre-référence soit vraiment fonctionnel. Que cette femme qui a besoin donc d'une assistance soit référée par un mécanisme qui est déjà en place. Et arriver dans la formation de centre d'accueil, qu'on puisse rapidement prendre en charge cette femme. Ça, c'est le troisième aspect. Le quatrième aspect, après tout accouchement difficile, il faut explorer pour être sûr qu'il n'y a pas une fistule. Parce que c'est une insulte au prestataire lorsque c'est la femme qui revient pour vous dire qu'elle perd les urines. Donc, la prestataire qualifié, bien le prestataire qualifié doit être en mesure de poser le diagnostic de la fistule. D'accord. Même si ce n'est pas immédiatement, il faut que dans les jours à suivre, puisque la femme reviendra en contrôle postnatal. Donc, il faut que la femme, la prestataire soit en mesure donc de poser le diagnostic de la fistule et déjà organiser cette prise en charge. Donc, c'est au vu de tout ça qu'on pourra éviter, mettre fin à la fistule obstétricale. Le gouvernement même a beaucoup fait en subventionnant la césarienne. Parce que la césarienne qui est peut-être abordable, je peux le dire, par la majorité donc, de la population. Et je pense que la couverture santé universelle viendra prendre la partie que les malades payaient et ça serait presque gratuit. Donc, on ne doit plus diagnostiquer, on ne doit plus retrouver des fistules obstétricales avec tout ce qui est mis déjà en place. Merci docteur pour toutes ces précisions. Une dernière question peut-être avant de mettre fin à cette émission. Y a-t-il un lien entre fistule et endométriose? Oui, l'endométriose c'est quoi? L'endométriose c'est lorsque les cellules de l'endomètre se retrouvent en dehors de l'utérus. Les cellules de l'endomètre, quand nous prenons l'utérus, nous avons trois parties. Il y a l'endomètre, il y a le myomètre et puis il y a la séreuse. Donc l'endomètre, il y a les cellules de l'endomètre, c'est au niveau de l'endomètre que les règles sont fabriquées. Il peut arriver, pour diverses raisons, que les cellules de l'endomètre se retrouvent ailleurs, soit dans le ventre, soit partout. Donc lorsque ça se retrouve partout, ça crée ce qu'on appelle l'endométriose. Maintenant, est-ce que l'endométriose peut être cause donc de la fistule? Fistule, ce n'est pas fistule obstétricale. Est-ce que ça peut être cause de la fistule, puisque l'endométriose peut venir se localiser au niveau donc, de la paroi qui sépare la vessie et le vagin. Et lorsque ça se localise là-bas, ça peut créer d'autres désorganisations, ça peut désorganiser les choses, les structures, jusqu'à ce que ça crée une communication. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que la prise en charge de l'endométriose peut créer une fistule obstétricale. Une fistule, ce n'est plus une fistule obstétricale, une fistule vésico-vaginale ou recto-vaginale. Donc, c'est en ce sens-là que nous pouvons peut-être dire que ça peut créer, mais c'est des cas très, très rares. Je pense que nous avons fait le tour de la question, n'est-ce pas, docteur? Sinon, qu'est-ce qu'on a omis d'évoquer? C'est le lieu de nous le dire avant de mettre fin à cette émission. Non, je pense qu'on a touché presque tous les aspects de la fistule obstétricale. C'est maintenant d'inviter la population, d'abord les jeunes filles de retarder la première grossesse, les femmes enceintes, donc d'aller se faire consulter donc, dans les centres agréés avec personnel qualifié, et que celles-là qui sont fistuleuses, de ne pas se cacher, de se rendre donc dans une formation sanitaire pour donc demander de l'aide.
C'est au prix de tout ça qu'on pourra éradiquer, si je peux le dire ainsi, la fistule obstétricale au Togo. Merci beaucoup, docteur, et merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous parlions ce matin de la fistule obstétricale. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes et la prise en charge? Comment ça se fait? On en a parlé avec le docteur Mborche Bingo, gynécologue obstétricien à l'ATBEF, président de la Société des gynécologues du Togo. Je pense que c'est le lieu de nous communiquer un numéro sur lequel peut-être on pourra vous joindre pour avoir d'amples informations en ce qui concerne la fistule obstétricale, n'est-ce pas, docteur? Oui, d'accord. Le numéro, le fixe, c'est le 22 Oui. 23 Oui. 30 00. Très facile à retenir. 22 23 30 00, oui. Et le 90 oui. 95 oui. 44 63. 90 95 44 63. Je précise que c'est pour s'informer en ce qui concerne la fistule obstétricale. Pour d'autres renseignements, ce sera ultérieurement. Merci beaucoup, docteur, pour la disponibilité. Non, c'est moi qui vous remercie. Bon retour à vous. Peut-être qu'on aura encore besoin de vous pour d'autres thèmes en rapport avec la gynécologie ou la prévention d'autres maladies. Nous sommes dispo pour donner de l'information sur notre spécialité. Ceci dans le but d'améliorer, n'est-ce pas, les soins de santé maternelle et néonatale. D'accord. Merci une fois encore à vous, docteur, et merci à vous, chers auditeurs. Des centaines de milliers de femmes vivent avec une fistule obstétricale non traitée. En Afrique, ça s'accroît encore de plus en plus. Alors, vous avez une femme atteinte de fistule obstétricale, n'hésitez pas à aller vers les centres de santé pour la prise en charge. Le médecin a laissé des numéros pour ceux qui sont au Togo, 22 23 30 00, 90 95 44 63 pour avoir rien que des informations sur la prise en charge de ces maladies. Portez-vous bien, à mardi prochain pour un nouveau numéro de Santé Assure. Bye bye.